Allez, sur Boursorama, on vous parle maintenant de ce nouveau plan antifraude fiscale. Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Action et des Comptes publics, prépare donc une batterie de mesures afin de sanctionner plus durement les particuliers, les entreprises qui ne respectent pas la loi. On est dans l'actu, c'est tout chaud. Le Figaro, ce matin, sort en exclusivité quelques mesures. Pour rappel, la loi de finances 2018, votée fin décembre, vous vous en souvenez, il y a cela quelques semaines, comprenait déjà d'ailleurs des sanctions renforcées contre les grands fraudeurs fiscaux, permettant de déchoir de leurs droits civiques et civils et de famille. Alors, on a aussi, on précise, une mission parlementaire qui vient d'être lancée pour évaluer l'efficacité de ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, le verrou de Bercy, c'est ce monopole que détient l'administration pour décider d'engager ou pas des poursuites pénales en matière de fraude fiscale. On en parle aujourd'hui, on rentre dans le sujet avec Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste Boursorama. La question évidemment qu'on a envie de savoir maintenant, parce que j'ai campé un peu le décor, oui, c'est est-ce que maintenant les fraudeurs ont vraiment du souci à se faire avec le plan que nous prépare le gouvernement, plan antifraude? C'est une bonne question. En tout cas, on peut revenir un peu sur cet exercice de communication. C'était pas attendu aussitôt, ces mesures du plan Darmanin. Ça a peut-être été un peu bousculé par l'agenda par ailleurs. Et on peut regarder un peu l'exercice de communication. On sait que le gouvernement Philippe, la présidence Macron, supposé être pro-business, favorable peut-être trop aux entreprises, avait besoin de marquer un moment le coup sur la fraude fiscale, donc ils ont avancé un petit peu ces annonces. C'est un peu la logique du en même temps, c'est-à-dire que voilà, on a voté le droit à l'erreur, on a expliqué qu'on a mis en place un cadre plus favorable pour les entreprises, pour les contribuables. Qui se trompent de bonne foi. Qui se trompent de bonne foi. Et donc, l'idée, c'est que derrière, par contre, ceux qui sont, eux, de mauvaise foi, on va les sanctionner plus durement. Édouard Philippe disait hier aux questions de gouvernement à l'Assemblée, c'est justement parce que nous baissons les impôts et que l'Assemblée a voté un texte qui permet de traiter de façon plus bienveillante les contribuables de bonne foi que la fraude fiscale devient encore plus insupportable. Et il y avait un truc que j'ai lu dans Le Monde ce matin qui était drôle, qui était par un connaisseur du dossier, ce qu'appelle le journal. On ne saura pas qui c'est, mais qui est beaucoup plus explicite et qui dit, bah voilà, en fait, maintenant, on aide ceux qui veulent jouer le jeu, on les aide, mais ceux qui essayent d'esquiver le fisc, il faut leur taper dessus assez violemment, j'aime bien cette expression. Juste pour rappel, la fraude fiscale, allez, on redonne les chiffres, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Ça tombe bien, c'est le niveau du déficit public en France. Voilà, donc quand on a un petit budget équilibré, ça peut faire du bien. Donc voilà l'exercice de communication, dire, les fraudeurs, on ne vous a pas oublié. Bon, dans ce plan Darmanin dont parle le Figaro aujourd'hui, c'est ça, c'est cette idée, vous le disiez, c'est la carotte et le bâton. Ouais, c'est un peu le en même temps. C'est effectivement. Alors, on va parler côté un petit peu positif, côté incitatif. Il y a quand même une logique qui est instaurée depuis quelques années déjà dans l'administration fiscale. Souvenez-vous, on remonte vers, il y a eu d'abord le dégrisement fiscal, qui est le dégrisement fiscal où les gens revenaient et puis on régularisait leur situation. De régularisation. Voilà. STDR. Alors ça, c'était après. Ça, c'était justement après l'affaire Cahuzac en 2013. Ouais. On a mis en place ce service de traitement des déclarations rectificatives. Il y a déjà un truc sous vous avez raison. Et c'était dégrisement fiscal. Et puis, donc, a justement fermé en fin décembre 2017. Ouais. Donc, où on faisait revenir les brebis un petit peu qui 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros de recettes encaissées sur la période 2014-2017. 32 milliards d'euros d'avoir régularisé. Donc, c'était plutôt une bonne affaire. Donc, ça, ce serait un peu ce côté un peu guichet des repentants, si je puis dire. Il y aura une nouvelle mouture qui serait mise en place avec ce plan. Des entreprises qui viendraient un petit peu régulariser leur situation. Donc la fermer pour en ouvrir une autre. On appréciera quand même. Voilà, c'est un peu ça. Il y aurait aussi l'introduction du plaidé coupable qu'on connaît déjà dans les affaires droit civil où là en fait on viendrait dire voilà j'accepte, ça ferait une procédure où sans doute les pénalités seraient amoindries et où la procédure serait également plus rapide. Il y a aussi une initiative qui serait de publier les rescrits. Vous savez, c'est cette position de l'administration fiscale sur un sujet précis. Donc bien sûr en les anonymisant, c'est-à-dire qu'on ne mettrait pas le nom des sociétés, mais qui permettrait notamment aux entreprises de savoir dans telle ou telle situation donnée ce qu'elles ont le droit de faire ou ne pas faire. Ça, c'est pour le côté incitatif, on va dire. Bon,
Ça, c'est pour le côté effectivement incitatif, Positif, carotte. Ouais. Après, il y a le côté bâton. Et c'est ceux qui nous regardent, moi je dis qu'ils ont envie comme moi de savoir, encore une fois, l'aspect répressif, l'aspect sanction. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, name and shame, qu'est-ce que c'est? Vous dit quelque chose? Le name and shame, oui, c'est quand on dit sur la place publique, quand on jette à la vindicte populaire le nom des gens qui ont fraudé. Donc ça, effectivement, Édouard Philippe s'en est ouvert dès hier en disant, voilà, on va pouvoir rendre public les noms et les sanctions prononcées à l'encontre de ceux qui ont fraudé. Alors, on pense aux entreprises, on pense aussi à certains particuliers. Il a expliqué quand même que tout cela devrait être un petit peu défini, qu'on devrait préciser ce serait pour des grosses infractions dont les seuils restent à déterminer. Alors ça pourrait être, je ne sais pas, l'administration fiscale pourrait publier peut-être dans la presse ou sur Internet, voilà, donner les noms de ceux qui se sont pas bien comportés. On a parlé aussi de renforcer les sanctions à l'encontre des officines. J'aime beaucoup les officines. Hein. Voilà, c'est vraiment un terme politique, ça. Hein. On sent que le gouvernement là marche effectivement sur des œufs. Alors ça pourrait être les avocats conseils, les avocats fiscalistes. Sympa de les voir comme ça. Hein. Tous ces gens qui vantent un petit peu des montages qui permettent d'échapper, de faire de l'évasion ou de l'optimisation très limite fiscale et qui pourraient se voir infliger des pénalités administratives en fonction du pourcentage de leurs honoraires. Bon, également au programme, la création d'une police fiscale à Bercy. Oui, parce que bon, il y a déjà pas mal de choses. Il y a notamment à Bercy une brigade nationale de la répression de la délinquance fiscale. Ils ont 250 dossiers par an, ils sont débordés, ils ont du mal à tout traiter, surtout quand même dans des affaires où le niveau de complexité est inouï, il faut le dire. Donc l'idée, c'est effectivement, il y aura un nouveau service de police judiciaire, de police fiscale. Sur l'effectif, j'ai lu pas mal de choses. On est entre une dizaine et une cinquantaine d'agents. Pas non plus énormissime. Donc une police fiscale qui pourrait être saisie par le parquet national financier et qui pourrait procéder quand même à des mises sur écoute, des gardes à vue, pouvoir dont ne dispose pas aujourd'hui l'administration fiscale et qui serait sollicitée sur des dossiers 100% fiscaux. Bon, encore une fois, on est à l'état de projet, c'est le Figaro qui sort l'info. D'ici l'été, ça devrait être ça devrait bouger, cette histoire, parce que pour l'instant, on manque de choses comme très concrètes, même s'il y a des directions, des directives, non ? Ouais, c'est honnêtement, David, pour le moment, c'est vrai qu'on est un peu uniquement dans le coup de com'. Les fameuses mesures, il y en a quand même une partie, le name and shame, il y a certains experts qui disent qu'on aurait une dizaine de noms par an qui seraient communiqués. Pas sûr que ce soit très utilisé. Sur les fameuses mesures sur les officines, on avait déjà eu une tentative en 2015 qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel, donc c'est déjà un truc improuvé. Sur le rescrit, la publication des rescrits, on avait déjà essayé quelque chose qui n'avait pas non plus rencontré un succès énorme parce que c'était sur des cas extrêmement classiques, extrêmement connus. Ouais, donc c'était une utilité toute marginale. Voilà. Il y avait un dernier truc dont on n'a pas parlé. Il y avait aussi cet effet d'annonce pour être un petit peu branché high-tech d'Édouard Philippe qui disait on va aussi avoir recours au data mining parce qu'on a des tas de données de collectées. On va toutes les mettre en perspective et comme ça on va pouvoir avoir super, des contrôles intelligents, peut-être trouver plus facilement les fraudeurs. Et là le budget en face de ça, c'est visiblement pour le moment 15 millions d'euros. En exploitation de données, mais les moyens ne sont pas à la hauteur. Voilà, et une trentaine d'agents dédiés au sujet. Donc 15 millions d'un côté sur le data mining contre 60 à 80 milliards d'euros de fraude par année. Voilà, donc pour le moment, on est quand même très très sceptique. On va voir si on arrive à dépasser l'effet d'annonce. Bon, réponse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Bon, exactement. On en reparlera ensemble. Merci donc Laurent Grassin. Merci David. Bye.